Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 201e briefing. Voilà, une configuration un peu particulière ce soir. Donc, j'ai mes deux experts habituels, Arnaud, Igor, qui vont, comme d'habitude, développer leurs discours, leurs informations sur les spécialités connues. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui Anne, une fois de plus, mais qui, à la demande générale de nos auditeurs les plus fidèles, va nous donner ses conseils de lecture pour l'été. Voilà, c'est une chose qu'on fait pratiquement deux fois par an, avant Noël et avant l'été. Voilà, donc prenez des notes et vous pouvez pas en prendre, et ben n'hésitez pas à revenir ensuite sur YouTube pour revoir tout ça. Il y a une petite présentation, donc ce sera parfait. Voilà, donc comme d'habitude, Arnaud va commencer avec l'économie, la politique intérieure. Igor continuera avec l'international et donc Anne nous fera part de ses conseils de lecture ensuite. Arnaud, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité économique dominée par le sujet de la réforme du Code des impôts, les réformes fiscales donc, dont les paramètres viennent d'être rendus publics. Alors, elle n'est pas encore votée, mais il serait bien étonnant que ces principales dispositions évoluent de façon substantielle dans les jours et les semaines à venir. De quoi parle-t-on? On parle de plusieurs points relatifs à l'imposition des particuliers, mais également des entreprises. Les particuliers, c'est l'impôt sur le revenu. Je rappelle qu'il y a plus d'une dizaine d'années avait été introduit un taux unique de 13%. C'est à l'époque M. Coudry, le ministre des Finances, qui avait milité en faveur de cette option un peu thatchérienne. Et l'objectif qui a été atteint d'ailleurs, ça a été de faire sortir de ce qu'on appelle la zone grise, les revenus, et la collecte de l'impôt s'est améliorée, il faut le dire, après l'introduction de ce système-là. Disons que pour faire court, les riches ont commencé à payer leur impôt sur le revenu, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Il y a eu la création, il y a quelques années, d'un deuxième barème à 15% pour les revenus supérieurs à 5 millions de roubles, c'est-à-dire environ 50 000 euros au tour actuel. Eh bien, la réforme qui devrait être adoptée prochainement va créer trois nouvelles tranches d'imposition à 18, 20 et 22. Sans vouloir vous assommer de chiffres et entrer trop dans les détails, disons que les personnes qui gagnent moins de 2,4 millions de roubles par an, c'est-à-dire à peu près 25 000 euros par an, restent à 13%. Celles qui gagnent entre 2,4 et 5 millions sont à 15%. Et le taux à 18 concernera les contribuables dont les revenus se situent entre 5 millions et 20 millions d'euros, c'est-à-dire entre 50 000 et 200 000 euros par an. La tranche à 20 pour ceux situés entre 20 et 50 millions, c'est-à-dire 200 000 et 500 000 euros. Et les personnes ayant un revenu annuel supérieur à 50 millions de roubles, c'est-à-dire 500 000 euros par an, seront imposées à 22%. Donc il y aura cinq tranches d'imposition. Avec l'introduction d'un système qu'on connaît bien en France et qui est assez nouveau en Russie, des abattements en particulier, il a été annoncé que les familles avec deux enfants qui gagnent 1 300 000 roubles se verront rembourser une partie des 13% qu'ils payent sur le revenu. J'en viens maintenant à l'impôt sur le bénéfice des sociétés qui va passer de 20 à 25%, avec là aussi un certain nombre d'abattements prévus pour soutenir les investissements, notamment en matière de recherche et développement. Il y a également l'augmentation de l'impôt sur les matières premières pour certains secteurs très précis de l'économie, notamment pour l'extraction du fer, un coefficient de 1,15 par rapport à l'impôt normal, la potasse 2,3 et les engrais phosphorés taux double. Il s'agit d'une approche ciblée du ministère des Finances qui constate que ces secteurs bénéficient d'un effet d'aubaine ou d'une conjoncture qui est tout à fait exceptionnelle et qui a vocation à durer, pense le ministère des Finances, et donc il y a un taux d'imposition spécifique pour ces secteurs-là.
Euh, euh, que retenir par ailleurs de ces annonces? Que le ministère des Finances propose une amnistie pour les entreprises poursuivies pour fractionnement de l'impôt. C'est une technique assez connue, et pas seulement en Russie d'ailleurs. Et enfin, les revenus tirés des produits financiers, dividendes par exemple, resteront imposés à 13 et 15 Alors, ce projet de réforme fiscale, qui est censé entrer en vigueur prochainement, mais s'appliquer à partir du 1er janvier 2025, devrait rapporter 2600 milliards de roubles l'année prochaine, c'est-à-dire 26 milliards d'euros au cours actuel. Alors, que dire de ce projet de réforme? Qu'en retenir? D'abord, il faut rappeler que c'est dans l'air depuis un certain temps. Vladimir Poutine en avait parlé le 29 février lors de son adresse annuelle à l'Assemblée fédérale, et les paramètres étaient en discussion à la Douma d'État, à l'administration présidentielle, au sein des milieux d'affaires. La première réaction, euh, le constat qui est largement partagé, en tout cas par les observateurs russes, c'est que cette réforme est finalement assez modérée. Il ne s'agit pas d'un grand coup de massue fiscal. Seuls 2 millions de particuliers sont concernés. C'est-à-dire effectivement 95% des Russes pratiquement ne sont pas concernés par des contribuables ne sont pas concernés. Les PME sont relativement épargnés par les changements. Et là, on croit savoir que le Premier ministre Mishustin a beaucoup insisté sur ce point-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, à ce stade en tout cas, besoin d'augmenter les recettes. Le budget fédéral est exécuté avec un déficit inférieur à 1%. Il est attendu à 0,9 l'année prochaine. Et donc, si effectivement les rentrées d'impôts correspondent au plan envisagé, ben on va peut-être aboutir à un budget excédentaire. Ce qui me fait dire que la logique qui a présidé à cette réforme fiscale, outre le principe de prudence, le Poutine est quelqu'un de prudent, le gouvernement aussi, et peut-être qu'ils anticipent une érosion des recettes par ailleurs. Mais c'est surtout je dirais, une logique politique. Une logique politique avec une volonté d'envoyer un signal à la population russe, à l'électorat de Vladimir Poutine en particulier, un signal de plus grande justice sociale. Il est vrai que le taux unique de 13% incarnait ce principe très libéral que j'évoquais précédemment et incarnait surtout la pérennisation des inégalités issues des années 90. Évidemment, taxer les plus riches et populaires et compensera peut-être auprès de l'électorat de Poutine la réforme des retraites de 2018 qui était très mal passée au sein même de l'électorat du président. Quelques brèves au-delà de ce grand sujet du jour et des semaines à venir. L'inflation qui ne baisse pas, qui ne ralentit pas en rythme annuel en cette fin du mois de mai, elle est légèrement supérieure à 8%. En revanche, la Banque de Russie relève dans son indice du climat des affaires, eh bien que cet indice n'a jamais été si haut depuis 2012. Donc le climat des affaires mesuré par la Banque de Russie est très bon. Autre information intéressante qui nous vient de l'agence Reuters, le géant indien Reliance Industries, qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde, aurait signé un contrat d'un an avec Rosneft, qui est son fournisseur privilégié, pour un contrat d'approvisionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que les paiements se feraient en roubles. Euh, je vais empiéter un petit peu sur les plates-bandes d'Igor et parler de la visite de Vladimir Poutine en Ouzbékistan, qui a donné lieu à la signature d'un accord là aussi intéressant, portant sur la livraison par Rosatom d'une petite centrale nucléaire composée de 6 réacteurs modulaires. Euh, ce modèle est en cours de construction en Yakoutie. Enfin, une centrale de ce type est en train d'être construite en Yakoutie. Et le patron de Rosatom, M. Liratchov, a tenu à préciser que ce contrat n'enlevait pas de l'ordre du jour le projet de construction d'une grande centrale nucléaire plus classique.
Signal intéressant et assez attendu, en tout cas par nos auditeurs qui suivent les péripéties économiques de la banque autrichienne Raiffeisen. Cette dernière a fait savoir qu'à compter du 10 juin, elle cessera d'émettre des virements en dollars. Alors, cette décision est officiellement motivée par des exigences nouvelles, je cite, des banques correspondantes. En réalité, ce sont les conséquences des pressions croissantes auxquelles est soumise Raiffeisen, tant du Trésor américain que de la Banque centrale européenne. J'en viens aux questions politiques, cher président, avec une lettre ouverte signée par 7 citoyens russes originaires du Caucase du Nord, d'un certain âge, puisqu'ils ont connu et survécu aux déportations de 1944 vers le Kazakhstan. Dans cette lettre ouverte, il s'oppose à la glorification des responsables de la déportation de 1944. Il souligne avec émotion que 48 monuments à Staline ont été érigés ces 10 dernières années en Russie. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit ce sujet historique poindre précisément dans le Caucase. On se souvient que l'année dernière, et Pavel, qui nous fait l'honneur de sa présence, s'en souvient, il y avait eu une controverse liée à la publication du nouveau manuel d'histoire agréé par le ministère de l'Éducation. Le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, s'était ému du traitement précisément de cet épisode tragique du 23 février 1944, de la déportation de ce que l'historien Nekrich qualifiait de peuple puni. Pour en venir à des sujets plus contemporains, on apprend de bonnes sources et de sources concordantes qu'aucun changement significatif n'est à attendre au sein de ce qu'on appelle le bloc politique de l'administration présidentielle, en d'autres termes, des directions en charge de la politique intérieure. Donc, continuité dans le prolongement de ce qu'on a observé il y a 10-15 jours avec le gouvernement. Euh, des mouvements récents. Aujourd'hui, on a appris que Mme Komarova, qui est la gouverneure du district autonome Khanty-Mansis, district qui, je le rappelle, est la principale région productrice de gaz en Russie, eh bien, elle quitte son poste qu'elle occupait depuis 2008. Et enfin, un tribunal de Moscou a rejeté l'appel d'Igor Strelkov, d'Igor Girkin dit Strelkov, et a confirmé la peine de 4 années de détention prononcée à son encontre en février pour appel à des actions extrémistes. Et j'en viens en guise de conclusion sur le sujet politique de ces derniers jours, en tout cas on en parle beaucoup à Moscou, c'est la nomination d'Alexei Dioumine au poste de secrétaire du Conseil d'État. Alors Alexei Dioumine, on en a déjà parlé ici, c'est l'ancien gouverneur de la région de Toula, qui a été nommé numéro 2 de l'administration présidentielle il y a une quinzaine de jours, et donc il ajoute une fonction dans sa besace, et ce n'est pas une fonction anodine, me semble-t-il. En effet, le Conseil d'État, alors ça n'a rien à voir évidemment avec le Conseil d'État français, hein, ça n'a rien à voir avec la justice administrative. Il s'agit d'un organe consultatif qui réunit le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres et surtout les responsables des exécutifs de tous les sujets de la fédération, donc des régions et des républiques. Son rôle est consultatif, mais il a quand même été inscrit dans la Constitution et surtout, avant la réforme constitutionnelle de 2020 qui a permis à Vladimir Poutine de proroger sa présence à la tête de l'État, eh bien cette instance avait été envisagée comme un point de chute possible, lui permettant de jouer un rôle, entre guillemets, à la Deng Xiaoping, en tout cas de rester dans le système tout en étant plus président. Donc, M. Dioumine va, outre son poste d'assistant du président pour les questions d'industrie de défense, qui est quand même important, il va faire vivre cette instance consultative qui peut rester strictement décorative, ou bien devenir effectivement quelque chose d'important. Et l'expérience de Dmitri Patrouchev au Conseil de sécurité entre 2008 et 2024 montre que les institutions russes sont essentiellement ce que leurs dirigeants en font et ce que le Kremlin laisse faire.
Merci beaucoup Arnaud. Juste deux petites questions concernant ce gros sujet des impôts. Est-ce que l'impôt continue à être pris à la source? Et puis, est-ce que les étrangers sont concernés d'une façon différente ou sont à la même, comment, traités de la même façon? Alors, il n'y a pas de traitement de faveur pour les étrangers, les contribuables de, voilà, qui payent l'impôt en Russie le payent indépendamment de leur nationalité, en fonction de leurs revenus et voilà, des réalités, je dirais. La première question, c'était... C'est toujours pris à la source? Oui, il a toujours pris la source. Alors évidemment, pour les salariés, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a d'autres situations, quand ça ne relève pas d'un prélèvement sur salaire. Mais la construction en général, la philosophie d'ensemble, effectivement, reste inchangée. Il s'agit toujours d'un prélèvement à la source. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer à Igor, qui va nous parler un peu d'international, comme d'habitude. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, une actualité assez chargée cette semaine avec de nombreux développements autour du dossier ukrainien. Je vais commencer par le rapide état des lieux de l'aide à l'Ukraine, avec un paquet d'aide américain qui a été publié la semaine dernière d'un montant d'un petit peu moins de 300 millions de dollars et qui porte essentiellement sur la livraison de munitions. Volodymyr Zelensky s'est rendu, a fait une petite tournée en Europe puisqu'il s'est rendu en Espagne et en Belgique et a conclu avec ces deux pays un accord de sécurité bilatérale sur le modèle, a priori, de ce qu'il a conclu avec d'autres pays, dont la France, hein, au cours de ces derniers mois. Notez que la Belgique va céder à l'Ukraine un lot de 30 chasseurs F-16 d'ici à 2028 et que les premiers appareils devraient être livrés à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Également, la Suède qui a octroyé un des plus importants paquets d'aide militaire qu'elle a donné à l'Ukraine depuis le début du conflit, d'un peu plus de 1 milliard de dollars, et qui porte notamment sur la livraison de deux avions de commandement aéroporté et de détection avancée, donc ces espèces d'avions qui sont des radars volants, hein, si vous voulez, et qui permettent de détecter au loin des objets qui arrivent de type missile ou autres, et qui vont donc être transférés à l'Ukraine dans les mois qui viennent. Et du côté de la France, il y a aussi eu évidemment des développements qui ne vous ont certainement pas échappé. Alors, il y a eu en début de semaine une déclaration du chef d'état-major ukrainien, M. Syrski, et qui a annoncé, visiblement un peu prématurément, l'arrivée prochaine d'instructeurs français en Ukraine. Il a été rapidement démenti, tout du moins les ministères français des armées et ukrainiens de la défense ont tenu à temporiser ces propos en expliquant que les travaux étaient toujours en cours à ce sujet-là, mais aucun accord n'avait été signé à ce jour. Et la visite prochaine ou probable du président Zelensky en France à l'occasion du 6 juin pourrait à cette occasion peut-être servir de décor ou de décorum à l'annonce bien, de l'envoi d'instructeurs français en Ukraine, si jamais les travaux évoqués par les deux ministères ont bien entendu abouti. Le deuxième sujet, eh bien, c'est celui des frappes dans la profondeur contre le territoire russe, hein. C'est un sujet qui a été évoqué à de nombreuses reprises ces derniers jours par plusieurs responsables occidentaux, dont Emmanuel Macron, qui s'exprimait depuis Berlin, où il a réalisé une visite importante il y a quelques jours et a rencontré le chancelier Scholz. Et M. Macron s'est exprimé en faveur bien, d'autorisation, hein, de donner l'autorisation aux Ukrainiens de réaliser des frappes contre le territoire russe. Alors, quand on parle du territoire russe, évidemment, on met de côté la Crimée, puisqu'il y a déjà des frappes réalisées en Crimée, on les voit depuis plusieurs mois. Là, ce n'est pas plus vraiment le sujet, c'est le territoire reconnu internationalement, hein, territoire russe reconnu dans ses frontières internationales. Et là, on voit qu'il y a des divergences dans le camp des soutiens à l'Ukraine, puisque si la France, par exemple, se prononce donc en faveur de ces frappes, et je rappelle qu'elle a livré des missiles qui permettent de réaliser ce type de frappe dans la profondeur avec les missiles Scalp, eh bien, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus réservés, comme l'Espagne et l'Italie, qui ont clairement fait comprendre que pour eux, il n'était pas question. De même, l'Allemagne, M. Scholz, à côté du président Macron, a fait comprendre que pour lui, ce n'était pas non plus le sujet, même s'il y a eu des tergiversations un peu plus récentes, visiblement. Et les États-Unis aussi ont fait savoir, en tout cas la Maison-Blanche a fait savoir, visiblement au grand regret de M. Blinken, qu'elle n'était pas favorable à autoriser les Ukrainiens à faire ce type de frappe. En revanche, dans le camp des pays qui sont en faveur, ou des acteurs qui sont en faveur, il y a donc la France, j'en ai parlé, il y a aussi l'OTAN, M. Stoltenberg
s'est exprimé à 2 reprises à ce sujet-là ces derniers jours et a clairement fait savoir qu'il fallait autoriser l'Ukraine à utiliser ses armes longue portée contre le territoire russe. Il y a les pays baltes, la Pologne, la Suède et la Grande-Bretagne. Alors évidemment, les pays baltes et la Pologne n'ont pas forcément livré les munitions longue portée, hein. Donc pour eux, dire qu'il faut autoriser l'Ukraine, si vous voulez, c'est plutôt une prise de position qui vient en soutien des pays qui, eux, ont livré ce type de munitions, comme la France et la Grande-Bretagne, par exemple, qui, lorsqu'ils s'expriment en faveur de l'utilisation de ces missiles contre le territoire russe, évidemment, sous-entendent que les munitions qu'ils ont livrées à Kiev pourraient être utilisées dans cette optique-là. Alors, ça a été évidemment le grand sujet de ces derniers jours. Je rappelle que l'OTAN a terminé ou est en train de terminer un exercice extrêmement important qui s'appelle Steadfast Defender dans la région plutôt de la Baltique, que la Russie a lancé il y a quelques jours des exercices dans le district militaire sud qui comprennent l'emploi factice de munitions nucléaires tactiques et que probablement que des exercices assez similaires pourrait se prolonger du côté de la Biélorussie, où je rappelle que la Russie a déployé des armes nucléaires tactiques depuis l'an dernier, donc sur le territoire biélorusse. Du côté du sommet pour la paix en Ukraine qui approche, hein, je rappelle qu'il doit se tenir en Suisse les 15 et 16 juin prochains, eh bien, il y a eu quelques développements. Bon, déjà, Joe Biden a fait savoir qu'il n'y participerait pas en raison d'un conflit d'agenda. Et d'autre part, M. Zelensky accorde une interview à Reuters il y a quelques jours dans lequel il revient sur ce sommet. Il appelle la Chine, le Brésil et d'autres pays à y venir, à ne pas boycotter ce sommet, l'Inde aussi. Mais il a évoqué quelques-uns des points de sa formule pour la paix, hein, que j'ai pu évoquer au cours de précédents séminaires, et plus particulièrement, il a évoqué la question de la sécurité de la navigation en mer Noire, la sécurité nucléaire, donc ça c'est plutôt en lien avec la centrale nucléaire de Zaporozhye, le retour des enfants ukrainiens et les échanges de prisonniers, mais curieusement, il n'a pas touché, en tout cas, il n'a pas évoqué les sujets peut-être les plus délicats ou plus polarisants au niveau politique, qui sont la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et qui figure dans sa formule pour la paix. Il n'a pas réévoqué non plus la poursuite devant la justice internationale d'officiels russes et d'autres sujets qui, évidemment, divisent les pays qui sont censés participer ou participeront peut-être à ce sommet pour la paix. Alors, une autre initiative qui nous vient de la Chine et du Brésil, je vous parlais de la Chine la semaine dernière, il y a eu une publication commune de la part de la Chine et du Brésil le 23 mai dernier, un document en 6 points, assez succinct en fait, hein, qui est intitulé Entente entre la Chine et le Brésil sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Vous voyez déjà le phrasé, hein, on parle de crise ukrainienne, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas d'invasion, on ne parle pas de guerre d'agression, on ne parle pas de tout ça. C'est le règlement de la crise ukrainienne. Et dans ce texte, les deux dirigeants appellent les belligérants à la retenue, autrement dit, pas d'extension du front vers d'autres régions de l'Ukraine, par exemple, pas d'escalade, pas de provocation, et ils appellent à la tenue d'un sommet pour la paix en Ukraine, donc, quelque part un format concurrent de celui qui va se tenir en Suisse, un sommet pour la paix en Ukraine où seraient invités à participer aussi bien la Russie que l'Ukraine sur un pied d'égalité, ce qui n'est évidemment pas le cas en Suisse, puisque en Suisse la Russie n'est pas invitée, et a priori même si elle l'avait été, étant donné la base de discussion qui est la formule pour la paix de M. Zelensky, eh bien, à mon avis, elle ne serait pas venue, mais surtout que personne ne l'a invitée, puisqu'on partait du principe que cette conférence en Suisse doit d'abord s'entendre sur une base de discussion qui sera ensuite imposée à la Russie, hein. J'avais déjà expliqué le mécanisme précédemment. Donc là, on a une approche tout à fait différente. Et les Chinois et les Brésiliens s'opposent, je cite, à la division du monde en groupes politiques ou économiques isolés. Bon, là, c'est évidemment une sorte de polarisation avec les sanctions, etc., qui est dénoncée par les deux pays. Voilà, je m'arrête là, Gilles, pour l'actualité de cette semaine. Merci beaucoup. Une petite question, est-ce que le président Zelensky assistera aux commémorations du 6 juin? Et Alors, est-ce qu'il y a une délégation russe ou pas finalement? Alors, ça a pu m'échapper, mais j'ai pas vu la confirmation à 100%. Il me semble que oui, il devrait venir, mais je n'ai pas vu passer de confirmation exacte. Donc, si Arnaud l'a vu passer, peut-être qu'il pourra nous confirmer. Pour ce qui est de la côté de la Russie, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, ça m'étonnerait, puisque on invite formellement la Russie, mais on ne veut pas que ce soit Vladimir Poutine qui vienne. Lavrov, il y a peu de chances qu'il vienne, à vrai dire. Alors, est-ce que ce serait Meshkov, l'ambassadeur de Russie? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir l'ambassadeur de Russie à côté? Enfin, à vrai dire, j'ai peu de doutes que la Russie soit représentée à ces commémorations.
Merci beaucoup. Mais on va passer maintenant à notre troisième partie, que tout le monde attend avec impatience, évidemment. Les conseils de lecture pour cet été, par Anne, qui va donc nous dire que lire, pourquoi, comment, tout ça. Suggérer, C'est à suggérer. toi. L'été est arrivé, oui. Alors, j'ai intitulé cette modeste chronique pour changer de la géopolitique. Je pense qu'Arnaud et Igor remarqueront que je n'ai pas dit pour en finir avec la géopolitique. Donc, pour changer de la géopolitique, je vous propose comme sujet de cette petite chronique la géopoétique. Le père de la géopoétique est un certain Kenneth White, un Écossais qui a passé une grande partie de sa vie en France. Il est décédé l'année dernière en France d'ailleurs. Et le terme et l'idée de géopoétique apparaissent en 1978 sous sa plume. Alors, qu'est-ce que c'est que la géopoétique? Très rapidement, parce qu'on pourra en parler très longtemps, on fait le constat dont on nous a beaucoup parlé de la mort de l'histoire, qui va donc avec la mort du temps linéaire et du progrès. Et la géopoétique décide de se concentrer non pas sur le temps et l'histoire, mais mettre au premier plan l'espace et la géographie. La géopoétique, en gros, c'est une tentative de comprendre et d'expliquer le monde par l'espace et par les espaces. L'espace terrestre, hein, je ne parle pas du cosmos. Sur le plan littéraire, ça nous donne quoi? Ça nous donne non pas des romans, mais des récits, des notes, des carnets de voyage, des pérégrinations et des méditations. Un auteur français bien connu, Sylvain Tesson, qui ne parle pas spécialement de géopolitique, s'inscrit pourtant, me semble-t-il, dans ce courant par certains de ses livres. Je dirais même qu'il y a dans ses livres une vision russe de la géopolitique. Car il y a des chercheurs et des écrivains russes qui ont rallié et développé ce courant, mais l'ont rallié et développé, comme toujours, à la russe. Ils ont traduit des livres de Kenneth White en ajoutant une dimension mythologique et épique, ce qui est très russe, à la vision géopoétique de l'espace. C'est ce que fait Sylvain Tesson, quand même, notamment dans son livre Un été avec Homère, à savoir tenter de comprendre le monde d'aujourd'hui, non pas à partir de l'histoire, mais de la mythologie. On retrouve cette tendance dans son dernier ouvrage, sorti cette année, Avec les faits. André Platonov, là vous avez une traduction de L'esprit nomade de Kenneth White. André Platonov, qui est un écrivain non pas qui n'a rien à voir avec la géopolitique, c'est pas pour ça que je vous en parle, un écrivain de génie des années 20, 30, 40, qui invente dans son chef-d'œuvre le roman Tchevengour, une ville idéale, Tchevengour justement, la ville du communisme, dans la steppe, ville de l'utopie qui va bientôt tourner à la catastrophe comme la plupart des utopies. C'est un roman qu'il faut absolument lire. Mais si je vous en parle dans cette chronique, c'est parce que Vassili Golovanov, l'un des traducteurs de Kenneth White, écrivain lui-même, a monté avec un groupe de géopoètes russes une expédition à la recherche de la ville de Tchevengour dans la steppe. Évidemment, les membres de l'expédition n'ont pas trouvé des ruines de cette ville qui n'a jamais existé, mais ils ont trouvé plein d'autres choses autour vraiment intéressantes. Et dans l'un des 6 petits essais du livre Espace et labyrinthe, Vassili Golovanov évoque cette équipée et ses résultats. Les livres de Vassili Golovanov sont sans doute les plus emblématiques de la géopoétique russe. Je crois avoir déjà parlé dans une de ses chroniques de son gros livre Éloge des voyages insensés, où il part de Moscou après une déception amoureuse. Il part du jour au lendemain, il était journaliste à Moscou, sans rien préparer, dans le Grand Nord, et on a vraiment une vision tout à fait géopoétique du Grand Nord, soviétique à l'époque. Je n'insiste pas, parce que j'en ai déjà, je crois, parlé. Je signale son dernier livre aussi, dernier livre parce que ce sera vraiment le dernier, il est décédé prématurément en 21, extrêmement géopoétique. Lui aussi, le livre de la Caspienne, un espace important qui l'intéressait beaucoup depuis plusieurs années, livre important,
espace important d'un point de vue géopolitique et bien évidemment géopolitique aussi. Là, on se rejoint sur différents plans. Tout le monde connaît Nicolas Gogol, dont les œuvres, si on y réfléchit, sont toutes liées à l'espace russe, y compris les récits de Saint-Pétersbourg, qui sont des récits de l'enfermement dans une ville complètement artificielle. On sait peut-être moins que l'écrivain s'est intéressé durant toute sa vie à la géographie, qu'il est même l'auteur d'un article intitulé « De la géographie enseignée aux enfants ». Les lecteurs francophones en trouveront une traduction dans la revue des Deux Mondes ou sur le site de la revue, on le trouve aujourd'hui, dans un dossier de 2010 intitulé « Les espaces de la Russie ». Déjà, la géopoétique et l'espace russe intéressaient le public, notamment français. Gogol y donne sa vision très poétique de la géographie, vision approuvée par le très sérieux géographe, fils d'explorateur, Benjamin Semyonov-Tianshansky. Je reviendrai rapidement tout à l'heure sur ce texte. Quelques livres à présent, afin de vous montrer tout le diapason de la géopoétique. Un écrivain sur lequel je voudrais attirer votre attention, il s'agit de Mikhail Prishvin, qui était né en 1873 et mort en 1954. Écrivain toléré en URSS sous l'étiquette écrivain de la nature, mais dont les énormes archives découvertes récemment révèlent une personnalité absolument passionnante. Elles sont en cours de traduction en français et c'est une parution qui sera à suivre de près. Au pays des oiseaux sans peur, lui a été inspiré par un séjour en 1906 sur une île de Carélie, où avaient habité ses ancêtres vieux croyants. Il s'agit d'une ville où vivent, à l'époque où Prishvin fait son séjour, des milliers d'oiseaux que nul ne songe à inquiéter. Et c'est quelque chose d'assez fantastique comme espace et comme vision de l'espace et de la vie. Je n'ajoute rien sur ce livre parce que le temps file, mais je vous recommande vraiment la lecture de ce texte. Un texte en russe, à présent, non traduit en français, jusqu'à maintenant, et c'est dommage, qui est dû à la poétesse Zinaïda Hippius, en français Zinaïda Hippius, qui émigrera à Paris après les révolutions de 1917. Elle y évoque une ville légendaire bien connue, celle de Kitiach, sauvée par Dieu pour sa piété et rendue invisible aux yeux de l'assaillant tatar. L'histoire veut que le reflet de la ville intacte apparaisse le matin à l'aube aux âmes pures dans les eaux du lac Svetloyar. Zinaïda Hippius avait appris que chaque année, à une certaine date, une foule nombreuse se réunissait sur les rives du lac, y passait la nuit dans l'attente du lever du soleil et d'apercevoir le reflet de Kitiach. Et donc en 1902, elle s'y rend aussi et raconte. Et c'est vraiment intéressant, mais pour l'instant réservé aux lecteurs russophones. Pour changer des écrivains, je vous propose maintenant un peintre qui me semble s'inscrire parfaitement dans ma thématique d'aujourd'hui, Solomon Rossine, peintre ex-soviétique qui vit depuis des dizaines d'années en Bretagne. Le livre « Vue sur Kolkhoz d'un satellite », c'est un titre emprunté à un de ses tableaux, c'est un titre que j'adore, a été publié à l'occasion d'une exposition Rossine en Normandie il y a une vingtaine d'années. Il s'agit d'un livre de fond avec des textes de spécialistes et pas uniquement d'un catalogue d'exposition. On a là une vision géopoétique de l'espace soviétique, vision géopoétique à la russe, avec une omniprésence des figures mythologiques slaves, une vision empreinte de ce grotesque qui est cher à de nombreux auteurs russes. Un petit coup de pub à présent pour les amis de la CCIFR qui organisent depuis quelque temps des rencontres littéraires et culturelles. Récemment, ils ont invité Viera Milchina, spécialiste de la France, traductrice littéraire de français vers le russe. Elle était accompagnée de son éditrice Irina Prokhorova, fondatrice et directrice des éditions NLO, pour présenter son livre qui est un voyage à travers les noms des rues de Paris, pas spécialement des rues de Paris, même si
On traverse les rues de Paris, bien sûr, on les parcourt. Mais il s'agit là encore d'une pérégrination parfaitement géopoétique à travers les rues et les mots. Sur l'image de couverture, c'est pas la rue Charlemagne qui l'intéresse, c'est la rue d'à côté qui s'appelait la rue Percée. Et elle explique pourquoi c'était la rue Percée et elle fait ça dans tout Paris, dans tout le vieux Paris, le centre de Paris. Et pour finir, un autre petit coup de pub, c'est ma journée. Les éditions Nouveaux Angles, maison d'édition russe, comme son nom ne l'indique pas, mais qui entretient des liens étroits avec la France, lance une collection intitulée Petite bibliothèque géopoétique. Avec en introduction à cette collection, un petit fascicule comprenant l'article de Gogol dont je vous parlais tout à l'heure sur la géographie, article en russe, donc le texte original, et un commentaire en français de cet article, et que nous avons intitulé cette présentation de façon un peu provocatrice, est-ce que Gogol était un géopoète? Paraît aussi le premier livre de cette collection, avec des textes d'auteurs russes et français dans leur langue d'origine, et susceptible donc, c'est un peu le but, d'intéresser des lecteurs de l'une ou l'autre langue, de ceux qui veulent pratiquer un petit peu la langue qui leur est étrangère, ou de ceux qui lisent les deux sans aucun problème. Le thème choisi pour ce premier volume est Moscou et Paris, vu par donc des auteurs des deux pays et des deux langues. La maison d'édition a emprunté pour son titre un vers d'un poème pour enfants de Sergei Mikhalkov, bien connu en Russie, «А из нашего окна площадь красная видна», qu'elle s'est autorisée à compléter par «А из моего окна Елисейские поля». Parmi les thèmes à venir de cette collection, il y aura la route, les marécages, les jardins, les ponts et plein d'autres en perspective. Et dernière précision, les deux livres de cette collection seront présentés la semaine prochaine au Salon du Livre qui se tiendra à Moscou sur la Place Rouge, lieu éminemment géopoétique et géopolitique. Merci infiniment, Anne, de ce brillant exposé et ces conseils. À n'en pas douter, tous nos auditeurs vont les appliquer, vont courir dans les librairies. J'imagine que ces livres peuvent être commandés sur Même les Internet. plus anciens, j'ai vérifié, on peut tout à fait les trouver, on peut les commander, et sinon, on les trouve en accès direct. Merci infiniment. Et de toute façon, la liste, on va la mettre sur le site, et à chaque fois, je précise où on peut les trouver. Voilà, et comme je disais en introduction, le plus simple, c'est aussi souvent pouvoir retourner sur YouTube, regarder le briefing du jour et retrouver toute cette présentation. Merci à nos trois intervenants, brillantissimes comme toujours, et nous nous retrouverons jeudi prochain pour le 202e briefing. Comme toujours, la CCI France Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.